Alors d'abord, je veux vous dire que je vais être la porte-parole du couple des Pinson-Charlot. Et puis que c'est vraiment, je vais vous parler, c'est ma voix, mais ça sera aussi celle de Michel, parce qu'on est toujours dans une grande et belle solidarité. Et c'est d'ailleurs cette solidarité qui nous a permis de faire le travail que nous avons fait. Alors j'ai préparé quelque chose de court, et puis après, si jamais on peut engager un débat, ça serait bien, sinon c'est tout, on restera avec vous. Alors aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement spécifique. On est face à une classe dominante. Vous savez que nous, on est des sociologues spécialistes des familles les plus riches de France, spécialistes de l'oligarchie, des familles de la noblesse fortunée, de la grande bourgeoisie. Et aujourd'hui, ces familles détiennent tous les titres de propriété, à la fois des entreprises, des ressources agricoles, des médias. L'information, qui est notre bien commun, est désormais aux mains des puissances d'argent. La recherche est aux mains. Tout se passe comme si elle était aux mains directement ou indirectement des puissances d'argent à travers tous les cadeaux qui sont faits à la recherche privée des grandes entreprises sans aucun contrôle. Le politique appartient désormais aux puissances d'argent. Vous savez que le fondé de pouvoir de l'oligarchie, qui est aujourd'hui à l'Élysée, Emmanuel Macron, a été porté véritablement par la conjonction des propriétaires des médias, des propriétaires des différents titres de propriété des entreprises, des valeurs mobilières. Et aujourd'hui, le président de la République n'est pas là pour représenter un État-providence qui a été conçu à la Libération, à un moment où la classe ouvrière qui avait beaucoup résisté, où les syndicats, les partis politiques comme le Parti communiste, qui avaient beaucoup participé à la résistance, se sont retrouvés dans un rapport de force très favorable. Et par contre, les puissances d'argent, les familles, les fameuses 200 familles de Daladier de 1934, se sont retrouvées dans une position très défavorable, puisque ces familles avaient massivement collaboré avec les nazis allemands. Et pour ça, je vous renvoie aux travaux d'une chercheuse du CNRS en histoire, Annie Lacroix-Riss. Et elle est comme nous, c'est-à-dire qu'elle donne les noms de ces familles qui ont collaboré. Elle donne les noms. Elle met du sang et de la chair sur le squelette de la collaboration. Et aujourd'hui, si vous voulez, on n'est plus dans un État-providence. Tout ce qui relève de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé, de l'information, tout ce qui est notre bien commun, le politique, tout simplement même la nature. La nature est pillée, la nature est violentée par le capitalisme, par les capitalistes. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui face à un État néolibéral qui est quasi exclusivement au service des plus riches. Et donc, si vous voulez, l'éclairage que j'essaye de vous donner, c'est de vous faire sortir des découpages institutionnels. Pierre Bourdieu, il n'appelait pas ça des institutions, il appelait ça des champs. Le champ du politique, le champ de la recherche, le champ de la finance, parce qu'au moment de l'État-providence, ces différents champs avaient de l'autonomie. Ils avaient une pertinence de s'intéresser au domaine de l'école, de la culture, du politique, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette pertinence scientifique, parce qu'en réalité, nous sommes face à une oligarchie, comme je l'ai dit au début, qui détient absolument tous les pouvoirs. Et du coup, on est face à un État qui a complètement changé, qui a complètement évolué. Moi, je suis née en 1946. Voilà, c'est plus du tout un État protecteur, c'est un État qui est au service des plus riches. Et vous voyez, cet État néolibéral, il est pillé par tous les bouts. Alors vous avez entendu parler, bien sûr, des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches, et bien entendu, je pense que vous avez tous entendu parler du crédit impôt recherche.
hein, qui aujourd'hui a évidé, parce que ça se passe de l'intérieur avec la complicité des gens de Bercy, avec la complicité des politiques, l'État a été évidé, pillé de l'intérieur de, je crois que c'est 30 milliards d'euros depuis, non ça doit être plus, depuis 2007, en tout cas ça nous coûte 6 milliards d'euros par an qui échappent à la recherche publique pour soi-disant la recherche privée, mais je vous rassure, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des contrôles avec un organisme qui s'appelle France Stratégie, mais France Stratégie est rattaché et dépend de Matignon, alors c'est vous dire son indépendance, et de surcroît, France Stratégie est présidée par Gilles Jacquin de Margerie, un grand donateur et un grand soutien d'Emmanuel Macron pour le porter à l'Élysée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un peu déçue de vous voir si peu nombreux, on est face à une radicalisation du capital, une radicalisation des capitalistes qui est telle que la recherche publique est vraiment menacée et on peut être très pessimiste sur l'avenir du statut de chercheur fondamentaliste. Or, notre témoignage, c'est de vous dire que si Michel et moi, nous n'avions pas bénéficié, comme sociologues, de ce statut qui relève un peu on peut dire du communisme, parce qu'au fond, on avait une garantie à vie par l'État de la sécurité de l'emploi et en principe, je dis bien en principe, de notre liberté de chercher et de notre liberté de nous exprimer. Alors la réalité n'a pas été tout à fait celle-là, mais je le dirai après. C'est quand même grâce à ce statut, à l'argent du contribuable, que nous avons pu faire tracer cette autoroute de recherche sur ce qui était interdit à l'investigation des sociologues, c'est-à-dire le pouvoir, les puissants, les riches, la caste, la classe dominante, l'oligarchie, peu importe comment on la nomme. En tout cas, c'est celle qui nous mène la guerre et qui aujourd'hui vous menace dans votre statut et dans vos propres recherches. Nous avons commencé, Michel et moi, à travailler, à décider, parce que notre colère est montée. On se rendait compte qu'on était 1000 sociologues à cette époque. On est rentré en 78 au CNRS. Et à partir de 1983, quand la gauche socialiste trahit totalement ses engagements avec ce que l'on a appelé le tournant de la rigueur, où la gauche socialiste a complètement adhéré au rebondissement du capitalisme dans la phase néolibérale, à partir de ce moment-là, notre colère a littéralement éclaté et nous avons décidé, Michel et moi, d'annoncer aux gens de notre laboratoire, à notre directeur de laboratoire, à nos supérieurs, ça s'appelle des commissions, nous c'était la commission 36 qui évaluait chaque année nos travaux, que nous allions désormais faire deux choses impertinentes. Premièrement, qu'on allait consacrer tout notre temps à travailler sur les puissants, sur les riches, sur la classe dominante, essayer de comprendre comment elle fonctionnait, et qu'on allait faire un travail sociologique, ethnologique et anthropologique en profondeur, et qu'on prendrait notre temps. Et deuxième chose, que même si ça ne plaisait pas à nos évaluateurs, nous avions décidé et nous tiendrions jusqu'au bout à travailler en couple. Alors évidemment, les mauvaises langues ont dit « Oh là là, ils vont pas durer longtemps, c'est le divorce dans 6 mois, ils vont se taper sur la gueule ». C'est pas ce qui s'est passé. Et c'est vraiment cette désobéissance institutionnelle que nous avons donc contrôlée, annoncée et élaborée en 1986, et avec cette idée d'une petite solidarité. Quelquefois on dit, mais ça fait prétentieux, notre petit communisme à deux, ma foi il faut bien commencer quelque part à se construire le communisme. Voilà, on l'a fait à deux et on a tenu et on a fait le travail que nous avons fait.
Ça n'a pas été facile, parce que les financements que nous avions ont disparu, ça a été plus difficile, mais en même temps, on n'est pas à plaindre, parce que nous avons eu une reconnaissance et un succès, on peut dire les choses comme ça, à l'extérieur de l'institution, qui a été formidable. Et comme nous, on s'était toujours dit avec Michel, les contribuables payent nos salaires, c'est tout à fait normal qu'on aille après leur restituer ce que l'on aura découvert. Et avec le travail sur la grande bourgeoisie, eh bien tout de suite ça a été formidable, parce que on a été demandé vraiment dans toute la France, c'était merveilleux, dans les librairies, c'est-à-dire qu'il y avait une gourmandise, un appétit de savoir. Et finalement, il y avait très peu de sociologues qui investiguaient sur les gens de pouvoir. Alors du coup, j'avais tout préparé, mais j'ai pas suivi, donc c'est pas grave. Alors je vais conclure en vous disant ceci. Donc la violence, elle est du côté des riches. La violence, elle est du côté des capitalistes. La violence, elle n'est pas du côté des manifestants quand ils arrachent une chemise à un DRH. La violence, elle n'est pas même vers ceux qui peuvent détruire la vitrine d'une banque. Eh ben merde, il y a un moment, quand c'est trop, on a le droit à cette petite violence des biens. Parce que la violence des riches, c'est une violence sur les lois. Ils font les lois, et ils font des lois scélérates qui nous dépouillent de notre liberté, qui nous dépouillent de notre propre pensée. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un système dictatorial, pas avec un parti unique, ils sont bien trop malins pour ça, mais avec la pensée unique. Et ça, c'est très dur, la pensée unique. Et donc, nous, on est là, réunis, on est dans la contestation. Vous vous êtes battus contre cette loi scélérate de la programmation pluriannuelle de la recherche qui détruit complètement l'idée du statut fondamentaliste créé en 1945 à la Libération, avec le CNRS, et toutes les protections liées au statut d'enseignant-chercheur. Du coup, j'ai perdu mon idée. Ah oui, alors si. Donc, nous, quand on n'était pas encore à la retraite, on faisait comme vous, on faisait des meetings, on faisait des manifestations. On a fait beaucoup de manifestations, Michel et moi, avant de rentrer au CNRS, parce qu'on était chercheurs sans statut. Et du coup, on réclamait à être intégrés au CNRS. Eh bien, figurez-vous qu'à cette époque, ça s'est passé le 31 décembre 1975, Valéry Giscard d'Estaing, entre le fromage et qu'on mange, la bûche de Noël, ou le dessert, il a décidé que tous les chercheurs sans statut qui émargeaient sur l'enveloppe recherche des ministères pouvaient prétendre à l'intégration au CNRS et à l'université. Et voilà, dans la rue, vous y allez. Alors, je vais vous donner la recette. Parce que on a gagné ça, c'est quand même incroyable. On est rentrés, Michel et moi, pas du tout parce qu'on avait des compétences quelconques, franchement. C'est vrai qu'on travaillait bien, mais je veux dire, on pouvait pas imaginer qu'on serait recruté au CNRS. Donc on est rentrés par la petite porte. Rien n'a été glorieux dans notre vie, mais finalement, quand même, on est on a nos petites gloires, on va dire. Et donc on a manifesté. Michel a fait un film, on a fait plein d'actions, toujours quand même impertinentes, mais toujours légales. C'était moins difficile qu'aujourd'hui, il est vrai. Et donc là, aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez plus continuer à vous battre seulement avec des pétitions, avec des petites manifestations, avec un petit rassemblement comme ça. Non, je ne critique pas, je suis triste, c'est différent. Je trouve que c'est injuste par rapport à votre combat, que vous soyez si peu nombreux aujourd'hui. Et donc, il faut que vous réfléchissiez à d'autres moyens, à d'autres modes de contestation. Et là, vraiment, avec Michel, nous appelons maintenant, et nous ne sommes pas tout seuls, à la désobéissance civile non violente,
avec les arguments suivants. La désobéissance civile non violente, elle est non violente parce que nous n'avons pas besoin d'être violents. Nous sommes les plus nombreux. Nous devons aujourd'hui que le système capitaliste se radicalise d'une façon très inquiétante, qui va même jusqu'à menacer l'avenir d'une partie de l'humanité. En tout cas, on est sûr qu'il menace la planète déjà aujourd'hui et ça va aller de plus en plus vite. La désobéissance civile non violente est nécessaire et elle est légitime. Je vous ai dit depuis le début que nous n'étions plus face à un État-providence protecteur du peuple de France, que nous étions face à un État néolibéral au service exclusif, quasi exclusif, des plus riches. Notre État, y compris même la police, les CRS, ils sont au service de la protection des gens les plus fortunés. On l'a très bien vu avec les gilets jaunes. Hein, ce n'était pas les gilets jaunes qui devaient être protégés, c'était les habitants des beaux quartiers. Donc la désobéissance civile non violente, elle est légitime. Nous n'avons pas à respecter les gens qui ne nous respectent pas, qui ne vous permettent pas de travailler, de faire votre travail de chercheur. Parce que le travail de chercheur, c'est pas rien comme métier. C'est un métier, je sais pas comment je dirais, de vocation. C'est un métier... vous voyez, j'ai 74 ans, mon Michel, il a 78 ans, et on est là tous les deux avec vous, et on continue à travailler. Parce que c'est un métier qui est tellement enrichissant, qui est tellement formidable, qu'il doit être partagé par beaucoup de sociologues, d'économistes, de chercheurs divers. Donc la désobéissance civile, elle est légitime. Et en plus, elle est révolutionnaire. Dans un sens très précis. C'est-à-dire que quand vous faites de la désobéissance civile, forcément, vous ne vous en remettez pas à quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin, on se représente soi-même. On vous prévient, vous faites un stage, on vous prévient des risques juridiques, on vous prévient des petits risques qu'on court toujours dans ce type de situation. Mais plus on sera nombreux, moins il y aura de risques. Et si vous voulez, c'est en toute conscience que ceux qui rejoignent les mouvements de désobéissance civile agissent. Donc il y a comme une éducation, il y a comme une conscience. On ne délègue pas sa colère à quiconque, comme on fait aujourd'hui dans le système politique français qui ne reconnaît même pas le vote blanc dans les suffrages exprimés. Elle n'est pas belle, notre démocratie, notre système politique. Et en conclusion, je vous dirais que nous remercions, Michel et moi, les 1000 scientifiques qui ont appelé précisément à la désobéissance civile le 20 février 2020, le 21 février 2020, il n'y a pas longtemps, au début de la crise du coronavirus. Crise du coronavirus, mais ça, je pense que vous êtes tellement scientifiques que vous savez tous que le Covid-19 est exclusivement lié au réchauffement climatique et à la déforestation, au pillage de la nature par le système capitaliste. Qui c'est qui ne le savait pas? Il lève les doigts. Quelle est la cause du Covid-19? Quelle est la raison et la seule? Bon. Voilà. Alors je le redis, il n'y a qu'une dame ici, avec un beau chemisier rouge qui le sait. C'est lié à la déforestation qui détruit les frontières biologiques entre la faune sauvage et les êtres humains. De telle sorte que des virus anodins pour les chauves-souris au fin fond de la Chine peuvent devenir extrêmement pathogènes pour les êtres humains. Et comme aujourd'hui le capitalisme est entièrement mondialisé, du coup le virus pathogène, le Covid-19, il a épousé tous les circuits du système capitaliste à une vitesse absolument hallucinante. C'est la première fois avec cette rapidité et cette violence, mais je peux vous assurer, à la suite des 1000 scientifiques qui appellent à la désobéissance civile, c'est que ce type de pandémie ne va cesser de se reproduire. Parce que non seulement il y a le dérèglement climatique, il y a le permafrost, le pergélisol qui est en train de se décongeler, avec des virus vieux de 30 000 ans. Bref, on va dans le mur. La fin
de la pétition de ces 1000 scientifiques qui développent ce que je vous ai dit sur la désobéissance civile, qui indiquent rejoignez Attac, rejoignez Alternativa, y compris vous, chercheurs scientifiques, allez-y, il le faut. Et leur dernière phrase est la suivante: le futur de notre espèce est bien sombre. Et ce que je vous propose là, c'est que nous soyons unis, que nous soyons vraiment des combattants pour éclaircir notre avenir. Voilà, merci.